Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée de chimie lorsque nous allons aborder les molécules biochimiques, c'est-à-dire les lipides, les glucides, les protéines et les acides nucléiques. Eh bien, nous revoyons les notions qui ont été vues en biologie précédemment sur le sujet de la digestion notamment. Cela permet ensuite de faire le lien entre le processus de la digestion et la structure de ces molécules. Vous trouverez donc ici une première introduction qui revoit un peu le processus dans sa globalité, puis en détail ce qui se passe dans la bouche, dans l'estomac, dans l'intestin grêle et dans le côlon. Entre les vidéos, vous voyez les questions qui sont posées sur Moodle pour mettre l'élève en activité entre deux petites vidéos. L'an dernier, en biologie, vous avez eu l'occasion de travailler sur la digestion, soit l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif avant d'être assimilés. En effet, lorsqu'on ingère des nutriments, certains vont être utilisés directement, c'est le cas par exemple de la vitamine C, tandis que d'autres doivent être métabolisés, c'est-à-dire qu'ils vont être modifiés. Par exemple, le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A. Certains encore peuvent être stockés et d'autres éliminés. La biodisponibilité de ces nutriments est la fraction de substance ingérée qui est disponible pour être utilisée ou stockée par l'organisme. Cette biodisponibilité dépend bien entendu de l'aliment, mais également de l'environnement, du repas qui accompagne l'aliment, et de l'individu, puisque nous n'avons pas tous les mêmes enzymes, nous sommes tous différents. Le système digestif implique une cavité buccale, la bouche, les glandes salivaires qui sont à l'origine des enzymes qu'on pourra retrouver dans la salive, le pharynx lorsque l'on déglutit, l'œsophage et bien entendu l'estomac. Dans l'estomac, nous aurons, comme dans la bouche, une digestion mécanique puisqu'il y a un malaxage et une digestion chimique avec des enzymes dans un environnement acide qui aide également notamment à la digestion des protéines. Après avoir passé entre 2 et 6 heures dans l'estomac, les nutriments vont passer dans l'intestin grêle où d'autres enzymes vont continuer le travail d'hydrolyse, des enzymes pancréatiques, des enzymes aussi produites par la paroi épithéliale du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, et puis également de la bile produite par le foie. En dernière partie, les nutriments passeront par le gros intestin dans lequel nous trouvons des bactéries et la production de vitamines. La première étape de la digestion a lieu dans la bouche. Elle est divisée en deux parties. La première partie est la digestion mécanique. Les dents coupent, écrasent, broient. Elle facilite ainsi la déglutition. Le second intérêt de cette digestion mécanique est également d'augmenter la surface de contact des aliments avec les enzymes. L'action des enzymes correspond à la partie qu'on va appeler digestion chimique. En effet, les glandes salivaires sécrètent de la salive et celle-ci contient une enzyme, l'amylase. L'amylase hydrolyse l'amidon et le glycogène qui sont des polymères de glucose, c'est-à-dire qu'elle reconnaît les liaisons entre glucose et est capable de les casser. Elle va ainsi produire des plus petits polymères de glucose, voire même des dimères de glucose. Le dimère de glucose s'appelle le maltose. Dans la salive, on trouve également de la mucine, une glycoprotéine qui protège les parois de la bouche et qui facilite aussi la déglutition. Il faut aussi protéger les dents des caries et pour cela, la salive contient un tampon, c'est-à-dire une substance qui va maintenir un pH plus ou moins constant. Une fois que les aliments ont été mâchés, la langue les envoie dans le pharynx. L'épiglotte va s'abaisser de façon à protéger les voies respiratoires. Le passage dans l'œsophage va se faire grâce à une succession de contractions des sphincters. Les sphincters sont des muscles en forme d'anneau qui vont réguler le passage d'une cavité à une autre. Le bol alimentaire va se mélanger dans l'estomac au suc gastrique, à savoir qu'il y a 2 litres de suc gastrique qui sont produits par jour, et ce mélange de suc gastrique et d'aliments s'appelle le chyme. Si dans la bouche ce sont les sucres qui ont commencé à être digérés, dans l'estomac on observera qu'un début de digestion des protéines. En effet, dans l'estomac, à cause de la présence d'acide chlorhydrique, le milieu est acide.
Ceci va avoir un premier effet, c'est de casser les cellules, ça va perturber les membranes et donc casser toutes les membranes de la cellule. Ça va ainsi exposer les protéines, notamment celles qui étaient à l'intérieur de la cellule ou prises dans les membranes. Et donc, ces protéines vont elles aussi être exposées au milieu acide. Les protéines exposées au milieu acide vont être dénaturées. Alors dénaturées, ça signifie qu'en fait, elles vont perdre leur forme. Elles avaient une forme un peu de boule, ça veut dire qu'il y avait plein de liaisons qui étaient cachées à l'intérieur de cette boule, et ainsi en s'ouvrant, eh bien, on va obtenir ce qu'on appelle non plus une protéine mais un peptide, parce qu'elles auront perdu leur fonctionnalité. Et ces peptides vont être attaqués par la pepsine, une enzyme qui a la propriété de couper avant certains acides aminés. En l'occurrence, avant les acides aromatiques et hydrophobes, c'est-à-dire avant la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. On va obtenir ainsi ce qu'on appelle des polypeptides, c'est-à-dire des fragments de peptides, mais qui sont encore des polymères de beaucoup d'acides aminés. Ça n'ira pas plus loin dans l'estomac pour ces protéines. La suite donc de cette dégradation devra avoir lieu dans l'intestin grêle. Dans l'estomac, on note encore une digestion mécanique parce que chaque 20 secondes, le bol alimentaire est mélangé par une contraction de muscles. Tout comme la bouche qui risquait d'être agressée par l'amylase qu'elle contenait, l'estomac pourrait lui aussi être abîmé par ce milieu acide et par cette pepside qui fonctionne en milieu acide. On note pour ça la présence de mucus qui protège cet estomac. À noter que la paroi de l'estomac est entièrement refaite chaque 3 jours. Le travail de l'estomac nécessite entre 2 et 6 heures et pour éviter les remontées acides, l'orifice de Cardia ne s'ouvre qu'à l'arrivée du bol alimentaire. Enfin, le contenu de l'estomac va rejoindre le duodénum. C'est le sphincter pylorique qui régule ce passage en laissant passer des jets de façon assez régulière. L'intestin grêle est un long tube qui mesure près de 6 mètres. Les 25 premiers centimètres de l'intestin grêle sont appelés duodénum. C'est ici que le chyme, c'est-à-dire le bol alimentaire qui était dans l'estomac, sera mélangé au suc du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire, mais également des cellules glandulaires de la muqueuse intestinale. Rappelons que ce qui arrive dans l'intestin, c'est le produit de la dégradation des sucres qui a eu lieu dans la bouche, le produit de la dégradation des protéines qui a eu lieu dans l'estomac, mais également les lipides, et puis, si on regarde les 4 grandes catégories de macromolécules biochimiques, les acides nucléiques. Ces molécules vont être modifiées dans l'intestin par toute une série d'enzymes qui peuvent être créées par l'épithélium intestinal, par le pancréas. Le pancréas a également la propriété de fournir du bicarbonate de soude qui va neutraliser le pH du chyme et qui va également avoir une fonction tampon, c'est-à-dire qui va maintenir un pH relativement constant. Enfin, notons que dans l'intestin, il y a également ce qui est produit dans le foie et qui est stocké dans la vésicule biliaire, c'est-à-dire les sels biliaires. Ces sels biliaires servent à mélanger les lipides pour que ceux-ci puissent être digérés par la lipase qui est créée par le pancréas. Donc on voit ici que dans la digestion des lipides, on a besoin des sels biliaires et de la lipase. Dans la digestion des acides nucléiques, on aura besoin de la nucléosidase, de la phosphatase et de la nucléase. On retrouve le mot nucle comme acide nucléique dans nucléotidase et dans nucléase. Dans phosphatase, eh bien, il faut se souvenir que nous avons un groupement phosphate à retirer de ces acides nucléiques. Au niveau des sucres, nous avons l'amylase qui jouera le même rôle que dans la bouche, c'est-à-dire qui va continuer à couper grossièrement. Et nous avons également la disaccharidase qui, elle, va couper les disaccharides formés par l'amylase. Toutes les autres enzymes qu'on retrouve ici vont donc servir à hydrolyser les protéines. La trypsine et la chymotrypsine pancréatique vont permettre de casser grossièrement ces peptides, de la même façon que le faisait la pepsine dans l'estomac. La carboxypeptidase, qui est produite par le pancréas, mais également par l'épithélium intestinal, et l'aminopeptidase vont servir à grignoter les peptides en passant soit du côté aminé, soit du côté carboxy. Et puis, la dipeptidase va simplement couper en deux les dipeptides restants. L'intestin est constitué de villosité, ce qui augmente la surface et améliore donc la vitesse d'absorption des nutriments.
Le fructose va simplement diffuser selon le gradient de concentration, donc de façon passive, tandis que le glucose doit être pompé de façon active vu qu'il se déplace contre le gradient de concentration. Donc une fois métabolisés, ces nutriments vont passer dans les capillaires sanguins et rejoindre la veine hépatique pour passer par le foie, qui va donc éliminer des toxiques, mais également transformer certaines molécules. C'est lui par exemple qui transforme le fructose en graisse pour le rendre utilisable par le corps. À partir de là, ces nutriments vont rejoindre le cœur et donc être véhiculés par le sang. En ce qui concerne les lipides, ils ne passent pas par le sang. Après avoir été cassés dans la lumière de l'intestin grêle, ils sont reformés dans les cellules épithéliales et entourés de phospholipides, cholestérol et protéines. Ils forment alors ce qu'on appelle des kilomicrons. Et ceux-ci vont rejoindre le système lymphatique. En fait, les cellules baignent dans un liquide interstitiel qui est un lieu d'échange entre les cellules et le sang, par lequel passe notamment l'oxygène et le gaz carbonique. Ce liquide est partiellement renvoyé dans le sang. Ça permet au corps, en fait, de garder un volume sanguin toujours constant. Donc le reste de ce liquide est collecté par ce qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Ça devient la lymphe, un liquide épais et blanchâtre. Et cette lymphe est déversée dans les veines au niveau de la région thoracique. Et donc les lipides rejoignent la circulation sanguine à ce niveau-là. La lymphe transporte aussi des déchets cellulaires et des agents pathogènes, en l'occurrence des bactéries, des virus, qui seront filtrés par les globules blancs au niveau des ganglions lymphatiques. Le péristaltisme permet donc le mouvement dans ce parcours digestif. Ce sont les muscles lisses qui créent des contractions successives. Et donc, ce qui n'a pas été absorbé précédemment finit dans le gros intestin. C'est là notamment que la majorité de l'eau sera absorbée par osmose. C'est dans le rang côlon qu'on retrouvera les bactéries qui contribuent à la digestion, notamment Escherichia coli. On a 1,5 kg de ces bactéries, ce qui correspond à 10 puissance 14 bactéries à peu près, et qui est plus important que la quantité de cellules qui nous constituent. Ces bactéries participent au système immunitaire et notamment synthétisent la vitamine K. Et puis, elles permettent la digestion des sucres complexes, comme par exemple la cellulose. En dégradant la cellulose, les fibres, elles vont créer des acides gras qui sont volatiles et donc des gaz. Tout n'est pas transformé, cela dit, il y a entre 70 et 80% des fibres seulement qui sont transformées dans le côlon. Donc on en retrouvera dans la matière fécale, avec également des bactéries, et puis des restes de bile qui donnent justement la couleur caractéristique brune.